Invité de cette info, Lukman Sawadogo, bonsoir. Bonsoir Robert. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, le Burkina, encore une fois, frappé par des terroristes. Cette fois-ci, en plein jour, il était 10 heures environ. Oui, bien, je pense que pour tout d'abord commencer, comme l'heure est suffisamment grave, je tiens déjà à dire toute ma compassion à l'ensemble des Burkinabés et puis à ceux qui sont directement concernés, qui ont eu des parents ou des proches victimes. Et il faut dire que c'est effectivement c'est un peu une des caractéristiques de la guerre asymétrique, parce que on l'a toujours dit, la guerre asymétrique, c'est une guerre dont les circonstances sont définies par ceux qui attaquent. Donc le temps, le moment, le lieu et même le mode opératoire, les moyens utilisés sont des moyens qui sont définis par ceux qui attaquent, et c'est ce qui s'est passé. En plein jour, justement. Voilà, à 10 heures le matin, c'est quand même une heure de pointe, une heure où tout le monde est au bureau, même les patrons sont au bureau à partir de 10 heures. C'est vraiment à ce moment précis-là, on ne peut pas s'imaginer qu'il puisse y avoir une attaque. Comparé aux attaques qu'on a eues par le passé, que ce soit à Ouaga ou un peu au Sahel, c'est très souvent des effets de surprise. Là aussi c'est une surprise, mais c'est très souvent à des heures, à des moments où on peut peut-être penser à une sorte de baisse de vigilance ou de perte d'un peu de réflexe. Mais là, c'était vraiment à 10 heures, et c'est encore une caractéristique, ça démontre que c'est en plein dans la guerre asymétrique et qu'on ne peut pas contrôler en fait les logiques qu'il y a derrière tout ça. C'est quand même extraordinaire, effectivement, en pleine journée, en pleine capitale, Ouagadougou. Avec ces cibles-là, habituellement, il y a eu Splendide, Cappuccino, Aziz Istanbul, des restaurants, des hôtels. Et là, ce sont de nouvelles cibles. Une ambassade, l'ambassade de France, et puis l'état-major général des armées. C'est tout un symbole. Oui, en fait, les cibles évoluent peut-être en fonction des motivations des terroristes, mais il reste que les terroristes n'ont pas des cibles privilégiées. C'est à tort souvent, ou de façon, quand on regarde un peu la constante, on peut dire que, bon, très souvent, ils ont affaire à des intérêts occidentaux. Mais ce qui se passe ici, nous on l'a vécu depuis 2016-17, avec plus grande ampleur. Au nord, par exemple, au Sahel, ils se sont attaqués à des symboles de l'État, les écoles qu'ils attaquent, les enseignants qu'ils tuent, les commissariats de police ou encore les différents dispositifs de l'armée. Ça, c'est directement l'État qu'on attaque. Donc, je crois que dans la capitale, oui, les restaurants, parce que les restaurants, ça regroupe très souvent des Occidentaux. Et donc, à ce niveau-là, c'était peut-être des messages qui étaient adressés non seulement à l'État burkinabé, aux dirigeants burkinabés, mais aussi aux Occidentaux. Mais là, c'est directement c'est une attaque qui, je pense, vise l'État burkinabé et vise le pouvoir politique burkinabé, même si l'ambassade de France a été touchée. Je suis fondé de croire que, en fait, la cible principale, c'était l'état-major. Pas forcément l'ambassade. Oui, bon, les choses se sont faites de façon simultanée. Donc oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas peut-être vu peut-être on n'a pas vu le visage, mais je crois que ce qui s'est passé à l'ambassade, je crois que c'était un commando pour tout simplement faire un harcèlement, de sorte à peut-être divertir, parce que si comment on appelle ça, les détachements militaires des forces Barkhane ou de l'armée française qui ici devaient avoir à faire un choix entre l'état-major et l'ambassade, je crois ces forces-là iraient d'abord à l'ambassade avant peut-être de revenir. Parce que à Istanbul et à Cappuccino, même si à Istanbul c'est pas trop évident, mais à Cappuccino, on a vu qu'il y a eu une intervention de l'armée française directement sur le site. Mais là, il y avait deux sites à la fois. Donc il y avait un choix à faire, et forcément, en se dirigeant de l'autre côté, ou même la gendarmerie qui n'est pas loin, l'unité antiterroriste de la gendarmerie qui est tout juste à côté, aura tendance, donc en sémant en divisant les forces, on a plus le temps d'agir sur sa cible principale. Je pense qu'il y a tout ça qui a été mis ensemble. Mais en même temps aussi, on peut brouiller le message. Avec. De la nouveauté aussi dans les moyens utilisés. On a entendu le ministre de la Sécurité, Clément Sawadogo, une voiture bourrée d'explosifs à l'état-major. Oui, bon, ça c'est une réalité, comme je dis. Vous savez, quand on parle du terrorisme, on se prend à s'émouvoir quand il y a une attaque. Mais c'est une question aujourd'hui qui doit être intégrée dans notre pratique au quotidien, qui doit être intégrée dans nos réflexes, doit être intégrée
dans notre politique de développement, de politique de sécurité, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme quand on le dit, c'est comme si ça étonne les gens. Vous prenez les questions qui sont dégagées, hein, vraiment les grandes caractéristiques qui sortent quand on parle de terrorisme, on parle de la stratégie. La stratégie, c'est une guerre asymétrique. Et les gens se donnent tous les moyens pour atteindre leurs cibles. Ils utilisent tous les moyens à tout moment et c'est eux qui choisissent leur devenir. Donc ici, l'explosif, ben, ils en ont déjà utilisé même au Sahel. Ils utilisent des mines artisanales et tout ça. Ils ont sauté des convois. Il y a eu des morts. Des gendarmes sont morts, des policiers sont morts, etc. Donc, en fait, le moyen qu'ils utilisent ne doit pas étonner. Là où ça peut étonner, c'est que face à cette guerre asymétrique, les dispositions qu'on prend aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'enrayer une attaque. On n'est pas capable de prévenir une attaque. Mais ce qu'il est possible de faire, c'est qu'on peut réduire sa vulnérabilité et minimiser l'impact. Réduire sa vulnérabilité, ce sont les dispositions qu'on prend. De sorte à ce que quand il y a une attaque, soit-même sa vulnérabilité ne soit pas un problème, de sorte à ce que l'impact soit aussi important. En termes de vulnérabilité, quand on prend la situation géographique, l'état-major aujourd'hui, c'est impensable. En plein marché de Ouagadougou, il y a l'état-major. Donc là, c'est une question de vulnérabilité qui se pose. Alors, comment les gens ont pu faufiler pour entrer? C'est parce qu'il y a assez de monde, c'est pas dégagé. Vous avez des services qui sont attenants, il y a un grand passage, il y a beaucoup de monde. Donc, c'était plus facile d'accéder. Donc, je crois qu'il y a ça aussi qui est important. Quand on parle de la guerre asymétrique, avec aussi une voiture bourrée d'explosifs, voilà, effectivement, dans cette zone. Les taxis circulent, toutes sortes de véhicules circulent. À la limite, même si le réflexe est aussi antiterroriste dans ces endroits-là. À la limite, parce que bon, tout le monde passe. C'est vraiment l'état-major est encastré dans un marché. Vous voyez, donc là, c'est vraiment difficile. Mais je me pose la question, si vous voyez peut-être le siège, par exemple, de l'état-major de l'armée de terre, qui est à l'intérieur du camp de la Misana, je sais qu'à peut-être à 50-100 mètres déjà, on voit qui vient. Vous voyez, donc je crois qu'il y a ça aussi qui est très important. C'est vrai, ils ont utilisé des armes, des explosifs et tout, mais il faut aussi tenir compte que le lieu était vulnérable. C'est-à-dire que la structure était vulnérable du fait de sa position géographique, du fait qu'elle était prise dans un milieu où facilement on pouvait arriver. Et Dieu merci, si ces assaillants avaient fait plus de résistance, ils auraient pu sortir qu'il ferait une tonne de morts parmi les civils. Voilà, parce qu'il y avait plein de monde. Oui. Donc je crois qu'il y a ça aussi qui est important à prendre comme élément dans le cadre de la lutte. La réduction de la vulnérabilité pour réduire au maximum les impacts quand il y a souvent les attaques. Et comparer la question de la vulnérabilité, c'est la vulnérabilité. En réduisant la vulnérabilité, on est capable aussi de résister. Prenez l'ambassade de France aujourd'hui, ce qui s'est passé. Il y a eu une résistance. Comprenez, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu un cas aussi dramatique là-bas. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont réduit la vulnérabilité. Et ça a eu un impact, ça a eu quelque chose sur un impact, sur l'impact qui devait arriver par la suite. Ils n'ont pas pu pénétrer comme ils voulaient, ils n'ont pas pu avoir accès comme ils voulaient, etc., etc. Il y avait des dispositions. Donc la résistance a été très forte. Quand on regarde effectivement le dispositif sécuritaire effectivement autour de l'ambassade de France, il y a des artères qui ont été déjà barricadées, il y a des barricades un peu partout tout autour de l'ambassade. On a eu un gendarme qui est décédé, mais il a contribué aussi à la résistance. Donc je crois que ça aussi c'est très important, comme des éléments qu'il faut intégrer dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, qui est une lutte, j'allais dire, où vous avez des acteurs qui emploient des méthodes, qu'on dit la guerre asymétrique. Donc ils ne respectent aucune logique. Donc il faut, tout ce qu'il y a contre, c'est de pouvoir réduire la vulnérabilité. Alors il est question aujourd'hui aussi de s'interroger sur une certaine complicité qui aurait pu exister dans le cadre effectivement de cette attaque contre l'état-major général des armées. On parle de cette réunion sur le G5 Sahel qui devait se tenir dans une salle. Heureusement que cette réunion a été délocalisée dans une autre salle, comme l'a dit le ministre de la Sécurité, sinon les dégâts auraient été énormes. Oui, ça il faut dire gloire à Dieu qu'il y a eu, on dit, un sixième sens pour que les choses se soient passées autrement. Tant mieux, même si déjà on déplore beaucoup de dégâts. Mais je crois que ce n'est pas le fait des complicités qui doit en fait focaliser les gens. Parce que partout où les terroristes ont agi, il y a toujours des complicités. Il y a toujours des complicités. Ou soit, il y a eu souvent des fuites qui sont le fait soit des complicités de façon tacite
qui sont le fait que souvent il y a des brassages qui se font entre ces personnes qui assurent notre sécurité et des personnes qui sont peut-être des terroristes qu'on ne sait pas. Donc, et de façon naïve, il y a souvent des cellules dormantes dont on ignore l'existence. Donc, ils ont aussi un système de renseignement qui existe. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est important. Donc, tout ce qui dit que ce sont des complicités, si on en trouve, tant mieux. Ça peut aider à avancer dans les enquêtes, ça peut aider à réduire. Mais ça, ce n'est pas un effet sur la réduction du terrorisme parce que ça ne dépend pas de ceux qui donnent l'information ou des complices. Parce que les complices, on en crée toujours. Le problème ici, le vrai problème ici, c'est que comment est-ce que nous, on réduit notre vulnérabilité? Comment est-ce qu'on peut résister quand ça arrive? En fait, c'est ça le vrai problème par rapport au terrorisme. On veut bien sûr arriver à ce qu'on n'ait pas trop de dégâts quand ça arrive. Sinon bon, quand c'est fait et que les témoins ou tout ce qu'on va avoir, en fait, c'est bien pour le cas qu'on vit, mais ça ne peut pas avoir d'effet sur les cas qui peuvent venir par la suite, parce que ça ne dépend pas forcément de cela. L'autre aspect, c'est la gestion de l'information autour de cette double attaque, où on a vu quand même qu'entre médias et sources officielles, médias internationaux, il y a parfois des décalages assez extraordinaires dans les chiffres qu'on donne sur le bilan. Oui, bon, moi je pense que c'est parce qu'on a un problème, je crois qu'on a un problème véritablement de système de communication. Je crois que pour le cas du terrorisme, c'est une communication qui devait être faite par le parquet, par en tout cas l'armée. Pour moi, c'est ça. C'est eux qui devaient sécréter les informations que donneront maintenant la partie politique. Mais ici, souvent, vous avez des contradictions. Aussi souvent parce que notre système de sécurité n'est pas un système à nous propre. Quand vous avez l'intervention de d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs nationaux, qui sont des partenaires étrangers, notamment les forces françaises et autres qui interviennent, mais il faut qu'on soit d'accord aussi que l'information nous échappe. Parce que ces personnes viennent, constatent, elles ont d'autres filières aussi. C'est assez abyssal, voilà, l'écart entre les chiffres que France 24 donne, une trentaine de morts, et alors qu'il n'y a eu que 8 morts côté FDS. Parce que la même façon, Sidoya peut donner une information qu'on va penser que ça a été donné par le ministre de l'information. De cette même façon, il faut savoir que quand France 24 donne une information au RFI, ça peut bien sûr passer par le canal diplomatique. Donc, quand les forces françaises interviennent quelque part, il ne faut pas s'étonner que France 24 ou RFI disent que c'est tel chiffre. Voilà, donc je crois qu'à ce niveau, il y a un travail à faire. Maintenant, si on peut réellement arriver à faire que, bon, il y ait un filtrage, de sorte à ce que ce soit une question souveraine et que ce soit l'information qui est donnée par la partie nationale, qui est celle-là qui est divulguée par la suite. Mais sinon, s'il y a plusieurs intervenants, évidemment, il ne faut pas s'étonner que ça intervienne de la sorte. Mais en même temps, je dis, cette cacophonie quand même n'est pas admissible dans la mesure où, après, quand il y a une attaque terroriste, il y a ce qu'on appelle la résilience. On parle souvent de résilience quand il s'agit du développement économique, socio-économique et tout ça. Mais en termes de terrorisme aussi, il y a ce qu'on appelle la résilience. C'est comment est-ce que on peut gérer le choc après. Ça, c'est très important. Et là, la communication joue un rôle important. Si on communique au hasard, mais évidemment, on peut faire dégénérer la situation. Donc, je crois que ça aussi, il y a une maîtrise à avoir de l'information, tout comme il y a une maîtrise à avoir des discours qui sont faits par la suite. C'est cela la résilience, comment on est capable de supporter le choc. La communication, des discours qui rassurent. Comment on est capable de comprendre ce qui se passe. Comment on est capable d'aller au-dessus. Si on n'est pas en mesure, et ça appelle le politique comme ça appelle le communicateur. Voilà, ça c'est la capacité à la résilience à opposer donc à cette situation qui forcément laisse un choc. Ici par exemple quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde d'abord les guerres de chiffres qu'on a eu, bon, imaginez déjà le choc que ça fait que ce soit l'état-major général qui est visé. Alors ça pose un problème dans l'esprit des Burkinabés, c'est un véritable problème parce que notre sécurité repose là-bas. Si maintenant c'est là où la source de notre confiance, notre assurance qui est mise dans ces situations, mais écoutez, chaque Burkinabé est résigné et il n'a plus de repères, de références. Alors si on vient vous donner des chiffres qui sont aussi importants, mais écoutez, imaginez tout ce que cela peut donner. Vous avez eu la rumeur même sur l'État, le chef d'état-major, on dit qu'il est ceci, cela, bien, Dieu merci qu'il est bien portant, mais
tout ce qui a été dit autour de lui, ça n'a pas communiqué non plus. Le gouvernement n'a jamais rien dit pratiquement, bon, à part le ministre Clément, mais sur le tas, après que les réseaux sociaux aient avancé un certain nombre de choses. Donc je crois que l'aspect communication est très, 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 très important aussi si on veut gagner, pas l'arme contre les terroristes, mais l'arme de l'après-choc terroriste. Ça, c'est très important. Et là, la communication joue un rôle important, comme le discours politique aussi joue un rôle important. Justement. Et on a, par la suite, effectivement, eu on a appris après cette revendication de ces... Vous y croyez, la bande à Iyad Agali? Bon, moi, je pense que c'est une nébuleuse aujourd'hui, cette information de la revendication. En général, les revendications, il faut savoir que très souvent, hein, il y a de la sous-traitance aussi dans cette histoire de terrorisme. Il faut par exemple lire un livre par exemple de Cheikh Daniel, qui est le correspondant de RFI au Mali, qui a fait un livre intéressant. Particulièrement, je l'ai lu. J'ai aussi exploité d'autres documents sur la façon dont tout ça fonctionne. Mais vous savez que c'est aussi tout un écosystème. Comprenez. Il y en a par exemple qui eux-mêmes organisent. Il y a des groupes locaux qui organisent des attentats qu'ils exécutent eux-mêmes. Là, souvent, ils n'ont pas par exemple la capacité de revendiquer. Vous avez par exemple des groupes qui organisent mais qui ne revendiquent pas, qui agissent mais qui font revendiquer pour se donner en griffe une certaine forme de crédibilité internationale ou pour faire allégeance à un groupe plus puissant. Donc vous avez des groupes locaux qui font des attentats et qui laissent revendiquer par un groupe plus puissant pour faire allégeance. Tout comme vous avez des groupes plus puissants qui eux-mêmes organisent, exécutent directement ou font exécuter. Donc ce qui fait que souvent les revendications, il faut comprendre réellement comment ça fonctionne, quels sont les différents paramètres pour comprendre que ce soit vrai ou que ce soit faux, que ce soit fait par procuration, etc. Bon, mais là, on n'a pas d'autres éléments pour l'instant. Mais ce que je peux dire, s'ils ont revendiqué, il faut prendre. Il faut prendre parce que ils ont avancé une raison qui peut tenir. Le fait que ce sont des représailles. Et ça, ils ont l'habitude de faire des représailles. Quand on s'attaque à eux, ils le font. Même ici, au Sahel, on a vu à Baraboulé, quand les forces ont eu à abattre un certain nombre, par la suite, ils sont revenus. Voilà. Donc ça, il faut s'attendre chaque fois à ce qu'ils le fassent ainsi. Et donc, quand vous voyez ce qu'ils ont dit dans les signatures, bon, on peut penser que c'est cela. Mais la complication au niveau du Burkina, c'est quand, par exemple, vous avez à la fois un groupe terroriste donc du nord Mali particulièrement, qui revendique un attentat ici, mais en même temps, vous trouvez, selon les informations qu'on a par la suite, qu'il y a des nationaux, c'est des Burkinabés qui étaient dedans. On parle même d'ex-militaires burkinabés qui aient participé. Ça complique davantage la situation. Est-ce que nous sommes en face réellement d'une incorporation des Burkinabés dans des groupes terroristes pour venir attaquer, ou est-ce que nous sommes dans une autre configuration où peut-être... c'est recrutement de circonstances. Voilà, est-ce que c'est recrutement de circonstances? Est-ce que c'est un emploi, un sous-couvert pour pouvoir agir parce que on est dans une sorte d'injustice de frustration? Parce que quand on parle d'ex-militaires radiés, évidemment, on sait qu'au Burkina, effectivement, il y a un problème avec des radiés. Il y a un problème qui est là. Les militaires radiés de 2011 n'ont jamais cessé de présenter leur cas et de demander à ce qu'on prenne en charge leur situation. Et ça, ils sont arrivés, ils ont tenu souvent des discours, des frustrations, etc., etc. Ils ont menacé par moments. Donc, est-ce que c'est cela qui est le fond du problème, ou est-ce que c'est qui a valu qu'ils aillent peut-être s'incorporer dans des groupes, etc., etc. Donc, c'est aussi ce qui fait un peu la complexité de ce qui s'est passé. Il faut peut-être attendre de voir, comme les enquêtes sont en cours, peut-être qu'on aura d'autres informations plus sûres pour comprendre si effectivement c'est une attaque dirigée contre le G5 Sahel, parce qu'il s'agissait d'une réunion du G5 Sahel qui est donc patronnée, on va dire, par la France, ou est-ce que nous sommes en face d'une autre situation, d'une autre réalité j'allais dire, de révolte ou de réaction par rapport à une situation bien posée. Les enquêtes, en tout cas, nous en dirons davantage, mais déjà, sur le terrain politique, il y a déjà des polémiques, des incriminations, des accusations. Est-ce que c'est aussi un climat qui est de nature, effectivement, à faire avancer les enquêtes dans la sérénité?
Bon, je pense que il y a des tentatives pour influencer dans un sens ou dans un autre, pour politiser ou instrumentaliser les enquêtes. Mais les enquêtes, c'est sur pièce. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on écrit sur Facebook pour dire que X ou Y est ceci, cela, que les enquêtes vont faire de lui cela. Je crois que les enquêteurs font un travail qui va être sérieux. Donc, mais il reste qu'il y a un problème. Parce que en dehors des enquêtes qui sont en train d'être menées, cela peut déteindre sur le climat social. Et ça, c'est très important. Parce que quand on jette des gens en pâture, quand on stigmatise des gens, je crois que ça, on est en train de tomber en plein dans le panneau de la volonté terroriste qui est de déstructurer une société. Parce que c'est pourquoi je parle de résilience tantôt. Quelle est notre capacité à surmonter le choc et à faire de sorte que nos contradictions, qui sont des contradictions habituellement, initialement politiques, ne prennent pas le dessus? Parce qu'on a ça fait l'affaire des terroristes. Bien sûr. Vous ne trouvez pas une société sans contradiction. Vous ne trouvez jamais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un Burkina. Quand on parle de la réconciliation, c'est là où c'est important aujourd'hui. La réconciliation dont il est question ici, ce n'est pas un nivellement de la société sur la base de l'impunité, ou une sorte de conformisme dans la société. Non. Qu'on soit d'accord, qu'on dialogue. Aujourd'hui, le fil du dialogue est rompu au Burkina. Donc, si on n'est pas capable de dialoguer, nous, ici au Burkina, on a un problème de cohésion. Donc, quand une situation comme ça arrive, comment on surmonte nos contradictions internes? Parce qu'il faut savoir que les terroristes se nourrissent aussi de contradictions internes. Tout comme les contradictions internes aussi peuvent être nourries par le terrorisme. Ça suppose que quoi? Ça veut dire que si vous êtes face à un choc terroriste, si vos contradictions internes sont de sorte que vous n'avez pas un certain nombre de valeurs qui vous sont propres, des principes pour lesquels vous fonctionnez, ou avec lesquels vous fonctionnez, vous avez rompu le dialogue. Vous êtes dans une sorte de clivage, d'antagonisme, j'allais dire à la limite fratricide. Mais si un choc comme ça vous arrive, vous verrez la tendance à l'exploiter dans le sens de vous autodétruire. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Pourtant, on aurait pu, malgré nos contradictions qui sont d'ordre politique et autres, on aurait pu surmonter parce qu'on est face à une autre situation. De sorte à présenter un visage plus uni face donc à cette réalité. Que nos contradictions passeraient en second rang et que nous passerons plus en avant la notion de patrie, de communauté de destin, face à une situation qui est plutôt une situation qui ne trie pas à l'état-major. Il n'y avait pas que les militants du pouvoir, il n'y avait pas que les militants de l'opposition. C'est parfois des instants qui auraient pu être des moments même d'impulser cette cohésion, cette réconciliation. Tout à fait. On dit que les crises sont des moments d'opportunité également. Quand on dit opportunité, ce n'est pas dans le sens seulement de faire... voilà, qu'on comprenne ça dans ce sens. C'est-à-dire que ça nous ouvre des perspectives. Et c'est ça, la crise. Mais que la crise nous serve d'autodestruction, ça c'est une réalité un peu triste. Mais je crois que normalement, ce qui est arrivé devait nous amener à dépasser certains clivages, à dépasser certaines contradictions et à faire face. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on avait rompu. Je dis, on peut se contredire, mais le dialogue, c'est un protocole qu'on a. C'est-à-dire, on peut ne pas s'aimer, on peut s'opposer. Mais on ne rompt pas le dialogue pour autant, parce que c'est dans le dialogue qu'on s'oppose. Mais quand on rompt le dialogue et qu'on se donne dos à dos, mais vous comprenez que dans cette société, évidemment, quand vous avez un choc comme celui-là, qui est un choc à la fois psychologique, mais vous n'avez pas d'autre solution. Et c'est ça que nous présentons aujourd'hui comme situation. Et c'est pourquoi tout ce qu'on voit aujourd'hui comme discours n'est pas un discours qui s'élève, qui va au-dessus. C'est un discours qui reste tout simplement dans les mêmes, dans les méandres de nos divisions. Et ça, c'est vraiment triste et c'est malheureux. Si nous continuons sur cette lancée, chaque fois qu'on aura un choc, si ça doit nous permettre, ou ça nous amener, nous entraîner à descendre davantage dans nos clivages, je crois qu'on finira par avoir une société totalement déstructurée. Ça c'est la crainte qu'on peut avoir. Donc il nous faut aller au-delà et c'est pourquoi je pense, et certains l'ont déjà dit ailleurs, le discours du président du Faso par exemple, il y a quelque chose à redire par rapport à ce discours, qu'on n'a pas trouvé un discours qui en réalité nous amène au-delà des contradictions qu'on a, qui sont des contradictions propres à nous. Mais on a senti des éléments par exemple, des éléments qui sont restés au niveau donc de la séparation, de la division, etc. Donc ça, je crois qu'il faut que l'homme politique arme mieux son discours
Parce qu'il nous faut un discours qui est dominant. Face à des situations comme ça, des crises aussi profondes, il faut des discours qui sont dominants. Et ces discours dominants doivent être des discours qui orientent vers l'avenir. Et ça, c'est très important. Vers les solutions surtout, vers face des solutions. au problème. Parce qu'en pareille circonstance, ce qu'attend la population, ce sont les solutions, ce n'est pas forcément les causes. Non, bien sûr, parce que bon, le terrorisme, c'est connu. Vous allez connaître les causes, mais ce n'est pas les causes le problème. Donnez-moi une cause du terrorisme aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais on subit. Tout ce qu'on va dire là, ça ne peut pas nous empêcher de ne pas subir. Parce que la volonté de nous faire subir ne dépend pas de nous. Le problème, c'est comment est-ce qu'on voit l'avenir. Comment est-ce qu'on organise pour l'avenir. C'est ça qui est important. Après une crise terroriste, il faut vous attendre à une deuxième crise. Et entre deux crises, comment on se prépare? Capuchino est passé, Istanbul est passé, aujourd'hui c'est l'état-major, hier c'était Samouragoua, c'était Baraboulé, c'était aussi Nassoumbou. Donc les crises se suivent. Et depuis là où est-ce qu'on a trouvé les causes? On ne les a pas trouvées. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire que d'utiliser ces moments-là pour essayer à guerroyer sur, en fait, nos questions purement, j'allais dire purement domestiques. Je pense qu'on devrait montrer plutôt... plus de hauteur. Plus de hauteur. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Et y compris la société civile, y compris les acteurs, tous ceux qui ont la capacité de prendre la parole dans l'espace public. Il faut qu'on essaie de civiliser. Il faut qu'on essaie de comprendre qu'on a un instinct. On a un instinct qui est un instinct j'allais dire, de sauvegarde nationale. Et si on ne l'a pas, c'est déplorable. Mais on risque de conduire le pays à la fracture avec ça. Et c'est pas bien. Et on apprend que la nuit dernière encore, il y a eu une tentative. Hein? Voilà, c'est pourquoi je disais que tout ça, ça complexifie en fait la lecture qu'on peut avoir de cette situation. Parce que habituellement, quand il y a un acte terroriste, quand c'est fait, c'est fait. Parce que ce qui est là, et qui est un peu, c'est l'aspect suicidaire des gens qui viennent. Voilà, parce que devant l'ambassade, eux-mêmes, ils ont d'abord incendié le véhicule qu'ils sont venus avec. C'est dire qu'ils sont venus pour se faire tuer. Voilà. Donc, mais si après un attentat, par la suite, on a un harcèlement de nos forces, 24 heures après, bon, je crois que ça pose des problèmes. Sommes-nous vraiment, réellement en face d'une, j'allais dire, d'attaque terroriste, ou est-ce qu'il y a une autre situation qu'on n'arrive pas totalement à maîtriser? En tout cas, ça reste à voir. Mais ça pose quand même des problèmes que les questions, je veux dire, que les incidents armés se multiplient en l'espace de 72 heures de la sorte et s'enchaînent. Je crois qu'il y a vraiment à apprécier mieux cette question. Alors, on attendra de voir la suite des événements et la solidarité internationale qui se manifeste. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a été reçu hier au palais présidentiel. Il est venu apporter un message d'encouragement au peuple burkinabé et en particulier aux forces de défense et de sécurité. Au palais présidentiel cet après-midi du 3 mars, une mission express venue de New York pour exprimer la compassion de 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Mohamed Ibn Chambas est également porteur d'un message d'indignation des pays après ces actes qualifiés de lâches. Il n'y a aucun motif, aucune justification possible pour une telle lâcheté criminelle. Je souhaite transmettre notre compassion aux familles des victimes et aux blessés. Après m'entretenir avec le président, je suis réassuré que tout sera mis en œuvre pour que ces crimes ne restent pas impunis et que la lumière sera faite sur les responsables des attaques d'hier. Une fois de plus, la bravoure, l'abnégation et la capacité de résistance des forces de défense burkinabè éblouit au-delà des frontières burkinabè. Une action très rapide et un grand professionnalisme pour maîtriser la situation. Tous les corps civils et militaires doivent être remerciés. Les forces de défense sont engagées depuis des mois dans des opérations périlleuses
au nord du pays, ainsi qu'avec la MINUSMA. Vous faites honneur au Burkina Faso. C'est le moment plus que jamais pour les Burkinabés d'aller à l'union comme de coutume au pays des hommes intègres selon le diplomate onusien. D'autres pays en Afrique regardent le Burkina Faso comme un exemple. À ce moment d'incertitude, les forces vives ont toujours suggéré un sursaut salvateur pour avancer et sauvegarder l'unité nationale. Le même élan doit animer l'esprit à présent. Il faut surmonter cette terrible épreuve et reconstruire. Toute autre attitude donnera raison aux artisans de cette violence. Ibn Chambas s'est également compté sur la capacité de résilience des populations du Sahel, en particulier celle du Burkina Faso, pour surmonter ces événements. Des populations qui pourront compter sur l'engagement sans faille des Nations Unies pour relever les défis sécuritaires qui commencent par l'engagement de tous pour l'opérationnalisation réussie du G5 Sahel. L'aboutissement des dossiers judiciaires au Burkina est également très attendu par les Nations Unies, selon son représentant qui promet poursuivre l'accompagnement dans ce sens et dans bien d'autres domaines de développement socio-économique du pays. Les dossiers judiciaires, justement, on en parle, c'est l'autre grosse actualité de la semaine. C'est bien l'ouverture du procès du push manqué de septembre 2015, ouvert puis suspendu. Il y a déjà des blocages. Le public était là depuis 6 heures pour ne rien rater de ce procès tant attendu. Pour avoir accès à la salle, il fallait montrer patte blanche à la barrière de sécurité. Aucun appareil d'enregistrement et de prise de vue n'était admis dans la salle d'audience. Conséquence, même les journalistes devaient eux aussi se débarrasser de leurs outils de travail avant d'accéder à la salle d'audience. Très vite, la tension monte. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Qu'ils changent, au moins on connaissait la date du procès depuis longtemps. Comment on n'a pas organisé ça? C'est l'amateurisme. Je suis désolé, mais ça, c'est pas... Malgré tout, ils finiront par se calmer et prendre le mal en patience. Peu de temps après, ce sont les associations des parents des victimes du putsch manqué qui arrivent en bloc. Je comparais en tant que blessé du coup d'État et blessé ici même sur ce même goudron sur lequel nous sommes arrêtés devant l'hôtel Laïko le 20 septembre 2015 lorsque les chefs d'État Macky Sall et Yahi Boni travaillaient à démocratiser le coup d'État. L'audience débute officiellement vers 9h30. Sur les 84 accusés, 4 manquaient à l'appel et 9 étaient considérés comme fugitifs, dont Fatou Djendjéré, l'épouse du général Gilbert Djendjéré, qui lui était présent, ainsi que le général Djibril Bassouli. À peine ouvert, avant même la lecture de l'ordonnance, que les avocats de la défense remettent en cause la légalité de la Chambre. Vers 14h, après avoir suspendu l'audience à 2 reprises, c'est la rupture. Les avocats de la défense quittent la salle. Ils estiment que le décret qui désigne le président du tribunal n'est pas en vigueur. Selon ces avocats, le décret entre en vigueur 8 jours après sa date de publication. Ayant été publié le 22 février, il ne peut donc prendre effet à la date du 27 février. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez partir demander au tribunal. Nous sommes partis. Ce qui va se passer derrière nous, nous ne le savons pas. Mais voilà. Qu'est-ce que vous demandez? Nous avions dit tout simplement qu'il faut constater qu'il n'y a pas de test à l'heure actuelle qui est en vigueur qui permet au tribunal de se réunir. Donc la décision de sagesse consisterait à dire de renvoyer simplement le dossier, mais nous n'avons pas fait demande de renvoi, ça il faut le préciser. Nous avons demandé au président de constater que la loi, le décret en vertu duquel il siège comme président n'est pas encore en vigueur. Donc il n'est pas président de la chambre de première instance, du tribunal militaire, de prendre acte de ça et ça lui de tirer la conséquence. S'il estime qu'il faut ajourner le procès pour que ces tests rendent en vigueur, qu'il soit investi de ses pouvoirs de président et de revenir juger, ça lui de prendre la décision. Mais nous avons attiré son attention. S'il refuse, nous considérons qu'il n'est pas le tribunal, n'est pas la chambre de première instance du tribunal militaire et nous ne pouvons pas rester là. Est-ce qu'en votre absence, ça peut se poursuivre? Je ne crois pas. Ça va être difficile. Merci. Merci. Mais nous allons revenir.
Du côté de la partie civile, on dénonce un acte honteux de la défense qui n'aurait que pour objectif de retarder le procès le plus longtemps possible. On voit bien que pour les accusés, l'heure de rendre compte doit être renvoyée le plus tard possible. Et c'est seulement ce qui se passe parce que les raisons qui ont été invoquées, notamment la question de la validité du décret qui nomme les juges, est un motif tellement inexact qu'il est difficile d'admettre que ce n'était pas tout simplement une défense qui visait donc à décrédibiliser la justice et justement à se soustraire de la justice. Du point de vue du droit, nous disons qu'ils n'ont pas raison, pour la simple et bonne raison que nous l'avons dit dedans, que l'acte de nomination des juges est un acte individuel et qu'il n'est pas soumis, mais alors là, pas du tout, au régime juridique de la publicité exigée. Et ça, c'est tellement évident pour n'importe qui à traverser une faculté de droit que le soulever ici nous paraît tout simplement exprimer la seule volonté de ne pas être jugé. Finalement, ce procès qui avait suscité tant d'espoir au sein de l'opinion se termine en queue de poisson dès le premier jour. Une situation qui ne décourage pas pour autant certains, qui gardent toujours espoir quant à l'issue du jugement. Le peuple burkinabé qui a fait échouer ce putsch-là ne va pas laisser ce procès rester quand même dans les tiroirs. Il faut quand même que la vérité se fasse, il faut qu'il y ait la vérité, il faut que maintenant on finisse avec cette question et penser à autre chose. Le temps que ça prendra, la justice sera dite. Je crois que les auteurs seront sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Et le peuple veillera, ce peuple qu'on a vu debout en septembre, ce peuple veillera pour que le procès se tienne dans les règles de l'art, pour que les présumés coupables soient condamnés à la hauteur vraiment de leur forfaiture. Pour l'instant, le procès est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les avocats de la défense n'envisagent pas y revenir tant que le tribunal ne sera pas constitué légalement. C'est donc un long feuilleton judiciaire qui se profile à l'horizon. Voilà pour ce qui est donc de l'ouverture du procès du putsch manqué de septembre 2015. Lokman, alors un procès préparé depuis belle lurette. On pensait que c'était véritablement le débat, le bon départ. Et là, comment est-il possible qu'on n'ait pas pensé à ce détail avant la programmation de ce procès? Non, moi je pense que le procès a peut-être été très bien préparé du côté des avocats, mais très mal préparé du côté tout simplement du tribunal militaire, parce que ce qui se passe, vous savez, quand les détails sont très importants, et comme on le dit, c'est la forme qui tient le fond en l'état, et en matière pénale, c'est précis, les choses sont précises. Donc je crois qu'ici, et les gens, il faut aussi comprendre qu'un procès est pédagogique. C'est pourquoi il y a la défense. C'est pourquoi justement, on éprouve notre démocratie, notre règle démocratique, et notre justice. C'est ça, parce que pourquoi on parle de justice équitable à la fin? C'est parce que justement, on veut une bonne administration de la justice qui va aboutir à une vie équitable. Donc ce qui fait que tout ce qu'il y a comme, j'allais dire, comme scorie et autres, comme problème, il ne faut pas laisser pour dire c'est un détail, ce n'est pas un détail. C'est-à-dire que tout doit aller dans l'ordre. Dans tous les cas, le jugement, il va se faire dans la mesure où le procès est déjà ouvert, il aura un jugement. Mais maintenant, il faut s'attendre à ce que le droit là soit dit dans un processus où il y a une administration normale de la justice. Et c'est très important, c'est un principe. Du côté de la partie civile, on estime que l'acte de nomination, c'est un acte individuel, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais vous savez, ce sont des faux les arguments avancés par la défense et par les avocats de la partie civile, il n'y a que la décision du tribunal qui, en fait, emporte la vérité. Et qu'est-ce que le tribunal a décidé, en fin de compte? Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc je crois que les arguments des avocats, ce sont des arguments, ce sont des moyens qu'ils avancent. Mais la vérité reste avec ceux qui jugent, les juges qui sont censés trancher les arguments qui sont avancés ou les moyens qui sont avancés. Donc je crois qu'ici, les avocats de la défense, ils n'étaient pas non plus dans le décor. Ce qu'ils ont dit, c'est exact. Un acte qu'on publie, abstraction faite de débats qu'on peut décoller autour, mais il est dit que l'acte, quand il est publié dans le journal officiel, je crois que c'est 8 jours maximum, 10 jours. Ici, on l'a publié le 25. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le tribunal militaire insiste tant
pour tenir un procès, mettre en place une cour sans tenir compte des formes. Parce que là, ça voudrait dire que la cour n'est pas, le juge, notamment le président du tribunal, il n'est pas en fonction. Parce qu'il n'a pas encore eu le délai nécessaire pour rentrer en fonction. Deuxième chose, je crois qu'au niveau de la juge aujourd'hui, on installe les membres de cour. L'installation n'a pas eu lieu. Les avocats ont parlé du procès verbal d'installation qui n'a pas existé nulle part. Je crois que dans la reprise, il va falloir non seulement laisser le délai courir jusqu'au délai normal, mais il va falloir aussi installer avec un PV par la suite. Ça, c'est très important. Alors, que dire donc de ce qui est encore plus grave? La signature par le chef de l'État, la nomination donc des juges par le chef de l'État, qui est également là aussi une situation vraiment Là aussi, il y a eu beaucoup d'interprétations de part et d'autre. Non, il n'y a pas d'interprétation, je crois qu'il n'y a pas de... Je crois que la question est très simple. Il y a une disposition qui a été prise sous la transition, votée par le CNT. Les juges sont nommés par le CSM. C'est pourquoi le président n'est plus président du CSM. C'est tout ça ensemble. Donc, il ne peut pas nommer des juges. Ce n'est pas possible. À supposer que le président nomme des juges. Le président, en tant que chef de l'État, qui est donc président de l'exécutif, il va nommer des juges qui sont du pouvoir judiciaire. Il y a un problème quand même. Ne serait-ce que sur le principe de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, le chef de l'État est le chef suprême des armées. Nous avons affaire à un tribunal militaire. Donc, il est le patron des militaires. Et il est le patron, donc, en quelque sorte, du tribunal, puisque c'est le ministre de la Justice qui choisit les juges magistrats. Donc, ça voudrait dire que c'est simple, là. C'est un procès du gouvernement contre d'autres citoyens. Donc, je crois que la question, la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice plaide que, déjà, on voit même la nécessité que le président ne nomme pas les juges et que c'est tant mieux si aujourd'hui il y a une disposition qui en fait met le président à l'écart quant à nommer des magistrats. Donc je pense que ça c'est même une très grande avancée, qu'on ne va pas venir plaider aujourd'hui des choses qui ne doivent pas marcher. Ça c'est une très bonne avancée. Le président ne nomme pas les juges sont nommés par les juges et c'est le pouvoir judiciaire qui nomme ces juges. Ça veut dire je que crois là aussi, que c'est la séparation. C'est une dimension de problème qu'il doit falloir régler peut-être avant la reprise. Oui, parce que si le Conseil d'État a été, il y a un pourvoi, je crois, il y a un recours au niveau du Conseil d'État qui va forcément annuler l'acte, qui va annuler le décret. Si le Conseil d'État annule le décret, il va falloir prendre un autre décret qui n'est pas signé par le président, donc qui va être pris et qui va encore faire 8 jours donc, au niveau de la publication au journal officiel. Donc il y a tout ça. Et je ne suis pas sûr qu'on soit... Donc on pourrait se retrouver pas avec les mêmes juges forcément. Non, peut-être qu'on peut les reconduire, mais c'est là qu'il va falloir conformer, c'est tout. Mais on peut les retrouver comme on peut ne pas les retrouver parce que rien ne prouve que dans le prochain décret, on maintienne forcément quelqu'un. Mais je suppose que on va les garder. Ça je suppose, hein, je ne suis pas là dans le secret, mais qu'on les garde ou qu'on ne les garde pas. Le problème, ce n'est pas cela. Le problème, c'est qu'il faut des actes qui soient conformes à nos lois, notamment à la Constitution. C'est ça qui est le plus important. Et alors, c'est un procès en tout cas qui est parti pour connaître ce genre de situation, malheureusement. Oui, non, un procès du genre, vous savez, c'est un procès quand même important. Il est au-delà même de la dimension nationale. Parce que ce que les gens ne disent pas très souvent, ce n'est pas seulement le côté accusé qu'il faut voir, le côté présumé coupable qu'il faut voir. Il faut voir aussi les victimes. C'est ça qui est important. Parce que le procès, il faut qu'il répare les victimes. C'est ça qui est important aussi dedans. Donc quand on parle, il ne faut pas seulement voir ceux qui sont accusés, il faut voir aussi les victimes. Parce que tous ceux qui parlent là, ce n'est pas eux les victimes. Les victimes sont là. C'est ça qui est plus important. Donc tout ce qu'on doit faire, faire en sorte que ça coïncide avec les droits de ceux qui sont accusés, mais avec les droits aussi nécessaires de ceux qui sont victimes. Parce qu'il ne faut pas qu'à la fin, les victimes n'aient pas gain de cause. Donc il faut travailler dans ce sens-là. Et donc je crois que ce soit les avocats de la partie civile, qui doivent jouer un rôle qui est de faciliter même à ce qu'il y ait procès, pour que les victimes puissent rentrer dans leurs droits de réparation. Je crois que les avocats de la défense, qui travaillent non seulement pour que les clients puissent avoir, en tout cas, affaire à une justice qui est équitable, mais eux aussi travaillent pour les victimes. Parce qu'une justice équitable, bien entendu, va profiter aussi aux victimes. Donc, je crois que c'est un procès qui, avant tout, est pédagogique, mais qui, après tout ça,
doit entraîner une sorte de quoi? De réparation, mais de catharsis sociale. C'est ça qui est plus important. C'est la justice burkinabé qui a Mais si on escamote les choses, on sortira de ce procès, mais on rentrera dans le conflit social. Et ça, c'est pas important. Je pense que ce qui est important, c'est que le condamné accepte d'avoir été condamné par la justice et qu'il adhère à cette condamnation. Et que celui qui a été disculpé, qu'on ne dise pas qu'on l'a disculpé parce que c'est lui, mais que c'est la justice et que tout le monde soit d'accord. Et que la victime, quand elle va rentrer dans ses droits, elle soit elle aussi satisfaite d'être rentrée dans ses droits. Mais si on rentre dans une justice comme ça, où bon, chacun, en fonction de ses moyens ou de ses accointances ou de son pouvoir, peut agir, il peut se trouver même que les victimes qui sont là les plus faibles, hein, ça il faut le dire, qui sont les plus faibles peuvent en perdre. Parce que si c'est les questions politiques, il peut arriver, il n'est pas exclu que des accusés soient plus forts et que plus tard on ait des compromis avec les gens du pouvoir et que les accusés soient les perdants. Donc je crois que la justice est meilleure pour tout le monde ici. C'est pourquoi d'ailleurs il faudra qu'elle soit une justice qui est équitable, indépendante, impartiale et qui conduise vraiment à ce que le droit soit véritablement dit. Merci Lokman d'être passé dans le 7 Info. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne.